Allez, bonjour à tous. Ça y est, 13 heures passées. Je vous propose qu'on démarre à l'heure là sur restons logiques par rapport à l'intitulé du webinaire du jour, puisqu'on avait traité des problématiques de comment gagner du temps. Donc déjà, ça commence par partir à l'heure. Donc bonjour et bienvenue à ce webinaire. Donc c'est le deuxième de notre série. Donc on va parler aujourd'hui de comment gagner du temps. Parce que probablement, ou peut-être que vos projets ou programmes ont pris du retard dans la phase de confinement ou dans la phase de redémarrage, euh, qui est peut-être pas forcément complètement engagé pour tout le monde. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. On a structuré ce webinaire en 4 parties. Juste un petit mot sur l'organisation. Donc ce webinaire est organisé par OP2. Donc au P2, on est des spécialistes de la performance des projets complexes. Nous avons des fortes compétences internes autour de l'organisation et de la planification. Et comme le premier, on souhaite aujourd'hui partager avec vous et échanger autour de ces problématiques. Nous avons deux intervenants aujourd'hui, donc Mamadou et Alexandre. Mamadou est aujourd'hui chef de projet. Il pilote différentes missions avec des spécialités autour du domaine ferroviaire, du naval et puis de la défense. Mamadou a forgé son expérience chez des industriels sur différentes fonctions transverses, avec notamment du pilotage d'interface qu'il a pu mettre en place dans le ferroviaire en Amérique du Nord. Et puis, il a travaillé récemment sur des grands projets de transformation autour de l'amélioration des délais de développement dans des ingénieries et la réduction des délais de développement en pensant des produits plus intelligents. Nous avons également Alexandre. Donc Alexandre, lui, a démarré sa carrière dans le monde du pétrole. Il a travaillé également sur des fonctions transverses avec un certain domaine d'expertise qu'il a forgé sur le terrain. Et ce qui est bien avec le monde du pétrole, c'est que quand on parle de terrain, il a eu la chance d'aller au milieu du désert australien pour vivre, dormir et puis travailler dans des Algeco. Donc avec une expérience très terrain et il s'est forgé une expertise autour de la gestion de crise. Donc il viendra le partager avec nous. Donc moi, Romain Rabot, je suis entre autres responsable de l'innovation au sein du cabinet et je serai le modérateur de la session. Donc juste un petit mot en parlant de modération. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Donc les micros sont par défaut coupés. En revanche, vous avez sur la droite là, un petit chapitre chaté qui vous permet de poser les questions. Et donc nous avons structuré en 4 parties et il y aura des questions à la fin de chacune des parties. Donc 4 sessions de questions-réponses où nous pourrons échanger pour répondre à vos questions. Donc je laisse maintenant la parole à Mamadou qui va présenter plus en détail la problématique du webinaire. Nous avons un sondage avant. C'est bon, on t'entend. Ça y est. Alors, il y a un sondage avant de commencer. Et il y a effectivement, merci Mamadou pour les sondages. Alors, avant de passer la main à Mamadou, on va effectivement vous poser une question, 3 questions pour savoir aujourd'hui finalement votre niveau d'avancement dans vos projets et vos programmes. Donc, la première question, va autour de finalement votre maturité par rapport à votre productivité. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas du tout vous êtes encore à l'arrêt et vos projets n'ont pas redémarré? Est-ce que vous avez redémarré vos activités depuis peu et globalement vous êtes à 30% de redémarrage? Est-ce que vous avez fait un bon redémarrage et vous êtes pratiquement au nominal ou est-ce que globalement vous êtes complètement au nominal? Alors, merci pour votre activité de réponse. Encore quelques secondes.
Alors pour ceux qui n'arrivent pas, il est possible que certains n'arrivent pas à voter. Il faut juste passer la fenêtre, hein. C'est un bug du logiciel, on ne sait pas pourquoi, mais il faut passer la fenêtre non pas en plein écran, mais en fenêtre réduite si vous n'arrivez pas à voter, et vous pourrez ainsi revoter. Et 80% de réponses. Je vous propose de partager avec vous voilà, les résultats. Donc on voit aujourd'hui que finalement pratiquement 60% d'entre vous ont globalement bien redémarré et que vous êtes à peu près à 70% enfin vous estimez être à 70% de votre nominal. Et on a un quart qui est complètement finalement complètement sur un rythme nominal et on a aujourd'hui 17% des réponses autour d'un redémarrage encore à 30%. Donc ceci étant dit, maintenant la prochaine question qu'on voulait vous poser, c'est finalement pour ceux qui ne sont pas encore au nominal, quand est-ce que vous avez prévu d'être de retour à ce nominal? Donc il y en a une partie qui y sont déjà. Est-ce que votre horizon finalement de planification vous donne un retour plutôt dans quelques semaines ou c'est plutôt du long terme dans vos activités? Allez, super. 80% encore de réponses. Donc très bien. Si on partage les résultats, on voit que bon, bah, ceux qui étaient au nominal sont déjà au nominal et on a 70% finalement de ceux qui ne sont pas encore ont un horizon plutôt quelques semaines, quelques mois. Donc avec déjà une vision finalement planifiée sur un horizon plutôt court terme. Et enfin la dernière question qui concerne plutôt finalement vos inquiétudes aujourd'hui par rapport à ce rattrapage de retard. Donc, c'est quelques semaines ou quelques mois qui vous séparent du nominal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que c'est plutôt finalement votre écosystème, c'est-à-dire les fournisseurs ou les partenaires qui ont des difficultés à redémarrer? Est-ce que c'est plutôt votre carnet de commandes avec des perspectives clients qui sont incertaines ou qui ont pu décaler finalement des commandes, profiter profiter ou utiliser cette période pour décaler des commandes prévues? Est-ce que c'est une baisse de la motivation de vos équipes qui arrive à essoufflement là, après cette phase de confinement? Ou enfin, est-ce que c'est finalement votre organisation qui n'est pas suffisamment, selon vous, réactive ou adaptée à accélérer par rapport à vos objectifs? Et très bien. Là, même plus de réponses. Donc, je vous propose de partager les résultats qui sont finalement assez équilibrés, hein. On voit que bon, à 50%, vous êtes plutôt pour des problématiques de carnet de commandes, donc la crainte de décalage de vos clients. Ensuite, à 43% autour de l'écosystème des fournisseurs et des partenaires. 36% sur une baisse de motivation et d'inquiétude autour des équipes. Et enfin, 30% sur l'organisation. Donc, très bien. Bah, cette partie, finalement, on voit qu'à 93%, on est autour des clients fournisseurs. Donc, ce qu'on va voir par la suite, justement dans cette première partie, c'est l'impact des parties prenantes dans la réussite de ce gain de temps. Et donc là, je passe du coup maintenant bien la main à Mamadou. Tout à fait. Ah, juste, voilà, très bien. Bonjour à tous. Rattraper le temps perdu. C'est la deuxième étape de notre série de webinaires liée aux perturbations du Covid et à leur impact sur les industries et sur les projets. Alors, les équipes ont pu travailler à distance pendant le confinement et elles ont redémarré de la meilleure façon possible tout en intégrant des contraintes nouvelles.
Mais il y a une évidence, c'est qu'on n'a pas gagné de temps pendant ces 2 mois de confinement. Pire, on en a certainement perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore rattraper ce qui peut l'être. Que ce soit sur le plan stratégique et financier, par exemple, est-ce que je vais réussir à livrer mon client et à assurer mon équilibre financier, ou sur le plan opérationnel, est-ce que mes équipes sont en mesure d'atteindre la performance attendue? Nous allons donc vous proposer des pistes pour identifier le temps perdu, pour définir un nouveau cap et pour donner le bon tempo à vos équipes. Cela afin qu'elles restent synchronisées pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Bien sûr, en limitant les impacts négatifs que pourraient induire vos choix, comme par exemple la démotivation, la surcharge des équipes, des relations tendues avec vos clients et vos fournisseurs, par exemple. Et donc, nous allons traiter 4 grandes thématiques qui, pour nous, sont clés dans cette phase de rattrapage. D'abord, comment relancer la dynamique d'équipe. Ensuite, comment redynamiser ces interfaces. Par ailleurs, comment replanifier pour accélérer. Et enfin, comment optimiser et innover. Commençons tout de suite avec la première partie. Relancer la dynamique d'équipe. Alors pourquoi ces 2 images? Eh bien, parce qu'elles représentent bien la situation actuelle que vivent de nombreuses entreprises. Nous voyons 2 équipes de football en pleine compétition. L'une d'entre elles est en train de perdre et souhaite rattraper son retard pour revenir au score. Et pour y arriver, il va falloir certainement revoir le positionnement des joueurs à la tactique du jeu. Peut-être que le mot d'ordre sera tous en attaque, tout en se gardant la possibilité de revenir en défense si c'est nécessaire. Mais comment s'assurer que son équipe va être en mesure de s'adapter après une première mi-temps difficile? Certains joueurs n'ont plus de force physique, d'autres sont démotivés, stressés ou tout simplement mal à l'aise avec le poste qu'on leur a attribué. Et c'est très certainement ce qui se passe dans vos entreprises et sur vos projets. Tout le monde n'est pas en mesure de tenir son rôle pour rattraper leur retard, car vos collaborateurs n'ont pas forcément les moyens, ne sont pas forcément dans les conditions optimales pour le faire. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que pour rattraper leur retard, il va falloir aider les collaborateurs en leur donnant les moyens de retrouver leur pleine capacité pour être plus efficace. Et tout cela va forcément passer par l'humain. Ok, d'accord, c'est une évidence, me direz-vous. Mais comment faire concrètement? Écoutons l'avis d'Alexandre. Bien. Alors bonjour. À partir de nos expériences chez différents clients, on a catégorisé 3 grands principes pour redynamiser les équipes pour pouvoir accélérer. Donc le premier, c'est les compétences clés sur lesquelles on doit se concentrer. Le deuxième, c'est l'autonomie des collaborateurs qu'on doit essayer de favoriser. Et le troisième point, c'est l'engagement qu'il faut susciter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par compétences clés? Romain, si tu veux bouger la slide. Je considère que pour accélérer, on a besoin de se focaliser sur des points précis qui vont permettre l'accélération. Donc, l'idée derrière le recentrage sur les compétences, c'est de concentrer son énergie, l'énergie de ses collaborateurs sur ce qu'ils savent faire de mieux et ce qui est utile à l'avancement, ce qui va leur donner de la valeur ajoutée. J'ai un exemple à vous apporter pour illustrer ça. Celui des ressources critiques dont les activités sont souvent complétées par du reporting ou des procédures annexes. Bon, quand on parle de ressources critiques, ce sont généralement des ressources rares, on en a peu, elles ont des compétences particulières. Il vaut mieux les laisser se focaliser sur leur valeur ajoutée, sur ce qu'elles doivent réellement apporter, plutôt que de les épuiser à des tâches annexes. Et c'est d'autant plus vrai quand on est des phases d'accélération. Donc, si on généralise ce modèle, on s'aperçoit que pour accélérer, il vaut mieux s'appuyer sur des personnes qui connaissent très bien leur métier et donc qui ont les moyens de travailler en autonomie. L'autonomie, donc, c'est notre second point. Quand on travaille en équipe, on a une émulation qui va souvent se créer au cours de réunions informelles. On va avoir des échanges fréquents et tout ça, ça va aider à l'avancement. C'est très bien. Mais à l'inverse, ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est que cette émulation, elle peut être rendue plus difficile par le travail à distance. Donc, dans ce contexte, on va avoir certaines personnes qui, par manque de formation ou de connaissances sur un sujet, vont être très dépendantes des échanges qui sont plus ou moins formels, donc elles vont se retrouver pénalisées et de fait ralentir le groupe parce que les échanges vont devenir plus compliqués. Donc,
Dans un monde où les ressources disponibles deviennent rares, il est donc important de favoriser la montée en compétences de celles qui ont besoin de gagner en autonomie pour gagner un levier d'accélération. Un exemple concret là, pour tout ça, c'est celui d'un ingénieur, par exemple, qui va travailler sur une base de 7h30. En réalité, on le voit tous les jours, il va passer 10 heures sur sa station pour finaliser son travail. Et probablement qu'entre 7h30 et 10 heures, le temps qu'il va passer, ça va être pour faire des réunions informatives, ça va être pour chercher des informations. On peut penser qu'il va aller conseiller des collègues ou il va se battre même avec son logiciel qu'il n'a pas bien maîtrisé depuis la dernière mise à jour. Donc en général, qui passe 7 heures, 10 heures ou 15 heures, c'est plutôt transparent pour l'entreprise, pour l'équipe. Sauf que quand la reprise du travail elle est conditionnée par des mesures de distanciation ou d'adaptation d'horaire, eh ben, ça commence à coincer. Là, j'ai rencontré un industriel récemment. Il me disait que ses équipes d'ingénieurs étaient soumises à 6 heures par jour sur site et techniquement, elles ne pouvaient pas emporter leur travail chez eux. Donc globalement, si on dit que d'habitude on a l'habitude de on travaille 10 heures et d'un seul coup on est à un strict 6 heures, et ben on va avoir du retard qui va s'accumuler. Donc c'est important de donner les moyens à chacun de son autonomie dans un premier temps, à l'ensemble de l'équipe, que ce soit par la formation, par les outils ou par l'organisation. Et ça va être un levier également d'engagement, parce que ça va avoir un impact direct. C'est déjà assez anxiogène et difficile de rester engagé quand on a un avenir qui est incertain. Et ça l'est d'autant plus quand on fait face à des irritants, comme des documents qui ne sont pas validés, des responsables qui sont injoignables, des choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas été formé pour le faire, des connexions réseau qui fonctionnent mal, voilà, ou même un métier finalement qui va s'éloigner de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire. Donc le moral des équipes et leur envie de s'engager, ça va forcément passer par ces points. Donc, au-delà, je dirais, de l'aisance professionnelle du collaborateur et des frustrations qu'il faut éviter, on a certains de nos clients qui font preuve de créativité pour garder leur troupe engagée. Donc, les exemples, c'est par exemple compenser le fait de ne plus pouvoir discuter à la machine à café avec des cafés virtuels. Ça ne va pas tout faire, mais c'est déjà un lien qui se crée. Ils s'engagent également dans la simplification. Et plutôt que de passer des heures en visio, il y en a certains qui vont arriver à mettre en place des cycles de réunion très simples, rapides et efficaces. Et tous ces éléments de simplification, de facilitation, ils vont contribuer à remotiver les collaborateurs et à les engager. Voilà. Alors pour être un peu plus concret, j'ai préparé quelques outils. C'est sur la planche suivante. L'idée, globalement, je pense que dans l'esprit, ce qu'il faut, c'est replacer le manager au service de ses équipes. Donc, en premier lieu, on a forcément des outils RH sur lesquels on doit s'appuyer. Donc, que ce soit des matrices de compétences, par exemple, qui vont nous permettre de savoir qui fait quoi, qui sait faire quoi et qui doit être formé à quoi rapidement. On a également toute la notion d'entretien individuel. Alors, qui vont être menés de manière à bien comprendre les attentes de chacun et permettre de prendre le pouls finalement au retour du confinement. Peut-être qu'il faut augmenter leur fréquence, il faut peut-être augmenter le nombre d'entretiens par an. Chez nous, je sais qu'on conseille 2 entretiens par an. Il faut faire des points. Alors, il y a peut-être des points réguliers, il y a de la délégation peut-être à apporter. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est un élément clé de la motivation et de la gestion des compétences. C'est important également de maintenir le lien peut-être informel qui a été créé pendant ce travail à distance entre vous et vos équipes. Ensuite, le deuxième point, c'est penser à fournir des visuels qui vont rassurer et fédérer. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un environnement qui est très instable. Donc une communication autour des objectifs, des réussites et des difficultés, elle va faire de mal à personne et au contraire, elle va permettre de fédérer. Et pour illustrer ça, on peut avoir un planning qui est assez clair, qui est lisible par tous. Ça va être des semaines types bien ancrées ou des boucles de management qui sont très courtes pour accélérer les prises de décision et favoriser l'autonomie des équipes. Et enfin, le dernier point, finalement, sont les outils collaboratifs qui tournent. Donc, ne pas hésiter à faire des REX avec ses équipes sur leur façon de piloter à distance. On va en avoir certains qui vont réussir à développer des points pour compenser le fait que leur management visuel ne pouvait plus avoir lieu. Voilà. Et donc, malgré l'absence d'outils, ils vont continuer à travailler dans cet état d'esprit. Voilà. Donc, c'est bien reboucler sur les entretiens, s'en inspirer, utiliser le savoir-faire de ceux qui réussissent. Voilà. Et tous ces éléments montrent que rattraper le retard, ça commence d'abord par l'humain et qu'on a besoin de rendre les choses simples et visibles et de s'appuyer sur les compétences pour accélérer. Je vais laisser la parole à Mamoudou. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie?
c'est que pour relancer la dynamique d'équipe, il faut, privilégier l'expertise plutôt que le nombre. Deuxièmement, c'est aussi gagner la confiance par un management qui est là en support des équipes. Et troisièmement, c'est gagner du temps par l'humain. Notre mot d'ordre, confiance, simplicité et compétence. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, je ne t'entends pas. Oui, donc on a plusieurs questions. Première question, vous parlez de dynamique d'équipe, mais comment assurer une dynamique d'équipe quand une moitié est sur site et l'autre est encore à distance? Je sais pas qui veut répondre à Mahmoud ou Alexandre là-dessus. Ouais, alors moi, ce qui me vient à l'esprit là, c'est que je pense que pour justement maintenir cette dynamique d'équipe, ce qui est envisageable, c'est de faire des points quotidiens, par exemple, des points quotidiens qui soient formels ou informels, pour justement garder cette dynamique-là. Alors quand je parle de points formels, ça peut être par exemple des cafés virtuels. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et ce que je vois aussi, c'est vraiment augmenter la fréquence de communication pour justement rassurer les équipes et garder cette dynamique-là. Ça peut passer par exemple par des coups de téléphone pour prendre la température des équipes. Je pense que le fait de prendre soin de ces équipes quand elles sont à distance permet justement de redynamiser et de garder justement cette cohérence et cet esprit d'équipe. Alors j'ai une deuxième question. Vous parlez effectivement, vous parlez de privilégier les compétences au nombre, mais que fait-on des autres, alors autres entre guillemets, quoi. Donc de ce que je comprends, c'est finalement, c'est sûr, on dit concentrez-vous sur les experts. Si j'ai une équipe de 10, qu'est-ce que je fais de ceux qui sont pas experts? Peut-être Alexandre, peut-être tu peux répondre à cette question. Oui. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'est que à partir du moment où on a des gens qu'on peut arriver à libérer, c'est les former. Il ne faut pas hésiter à faire monter en compétence les personnes sur les sujets dont on a besoin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on l'avait vu pendant la crise de 2008 avec certaines ingénieries qui en profitaient pour développer des choses en interne. Alors, ça peut très bien être sur leur réorganisation, mais également développer de nouveau, investir entre guillemets dans la R&D et se mettre à niveau, progresser, gagner du temps sur le futur, sur ce qui va venir derrière. Donc tout ça, ça dépend un peu des stratégies d'entreprise, des niveaux de trésorerie, de ce qu'elle doit faire. Mais globalement, l'idée, elle est là, c'est la formation et se projeter, avancer sur de nouveaux sujets. Ok. Et on va prendre une dernière question. On va passer à la phase suivante. Là, c'est quid des risques de surmenage pour les collaborateurs. Donc avec l'autonomie et la mobilité, on renforce les besoins et les droits à la déconnexion. Oui, moi ou Mamoudou, je ne sais pas. Je peux répondre. Allez, vas-y. Vas-y. Bon. Non, Mamoudou, tu veux répondre ou, pardon. Non, c'est bon. Je te laisse répondre. Allez, Ouais, Alexandre. ok, très bien. Jette-toi à l'eau. Oui, donc non, à mon sens, ce que disait Mamoudou tout à l'heure, c'est que il faut inciter les gens à communiquer et rester proche de ses collaborateurs. Je pense également que effectivement le temps de déconnexion est important. Donc maîtriser le temps, la notion de semelle type, elle doit être importante. De se dire à telle heure on arrête de travailler entre guillemets, il faut se garder une hygiène de travail. Derrière, c'est bien communiquer aussi sur ajouter libérer les gens finalement de certaines réunions, c'est simplifier et alléger. Et en fait, c'est les points qu'on va aborder après, c'est comment alléger le processus, alléger le système pour qu'on puisse tourner de manière efficace. Voilà, et sans surcharger justement les gens. Très bien, écoutez, je vous propose qu'on avance sur la partie suivante. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions. On verra s'il reste du temps à la fin de la quatrième partie et on prendra les questions qui n'ont pas été traitées. Donc, Mamadou, Passons
partie suivante. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, lors du précédent webinaire, qui était consacré au redémarrage, nous avions parlé des liens qui unissent les clients et les fournisseurs, des liens forts. Et nous avions illustré nos propos par cette image, l'image que vous voyez à gauche. Donc, la photo d'un archipel et d'une île isolée. L'idée, c'était de vous montrer qu'une entreprise ou un projet n'est jamais vraiment isolé, mais qu'elle fait bien partie intégrante d'un ensemble d'acteurs. Et qu'il existe un lien fort entre les îles et qu'il est important de connaître l'état de l'ensemble de sa chaîne de valeur pour pouvoir maîtriser sa propre entreprise. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin avec la notion de rattrapage du temps perdu, ou plutôt de gain de temps, dirais-je. L'image qui nous vient à l'esprit, c'est le bon alignement des planètes. C'est ce que vous voyez sur la droite. Il faut arriver à ce que l'ensemble de notre écosystème soit en accord avec nos propres objectifs afin de créer une vraie dynamique de rattrapage. Cela va permettre notamment de favoriser la confiance et la collaboration entre les différents acteurs tout en s'appuyant sur deux piliers. Le premier, c'est des processus et des pratiques simplifiées et deuxièmement, l'expertise des parties prenantes. Alexandre va nous expliquer ça en détail dans la page suivante. Donc, ce que disait Mamoudou, c'est qu'il faut aligner les planètes et redynamiser ces interfaces. Donc, chez OP2, nous, on a une conviction pour ça, c'est qu'il faut favoriser la confiance et la collaboration entre les acteurs. Donc, pour ça, on a deux piliers. Le premier, c'est bien s'appuyer sur des processus et des pratiques qui sont simplifiés. On en parlait tout à l'heure. Et le deuxième, c'est s'appuyer sur l'expertise. Donc, les deux, en fait, sont dépendants l'un de l'autre. Il va nous falloir des personnes compétentes pour se libérer des processus. Et il va nous falloir des processus simplifiés pour libérer les experts qu'on doit promouvoir et pour favoriser l'accélération. Donc, comment est-ce que ça se traduit concrètement? J'ai deux business cases globalement, entre guillemets, à vous proposer qui traduisent bien ce qu'il est possible de faire pour rattraper son retard. Tout d'abord, c'est l'exemple d'une construction de centrale électrique. C'est un projet majeur qui est pluriannuel avec des dizaines d'intervenants et qui cumule un retard de plusieurs années avec des problèmes contractuels et les politiques de réclamation associées. Bon. Malgré tout, il y a une phase d'accélération qui a dû être initiée, qui a été menée avec succès pour tenir un jalon important pour l'ensemble des acteurs. C'était important parce que pour les uns, il y avait une histoire d'image qui apparaissait, pour d'autres, il fallait occuper les ressources, pour d'autres, il y avait des soucis de trésorerie. Enfin, voilà, tous les acteurs ont réussi à se fédérer autour de ça. C'était un des facteurs de réussite d'ailleurs, de dépasser un peu les logiques de réclamation ou voilà, mais c'est surtout la simplification du système et un exemple clé là-dedans, ça a été la validation du système documentaire. En général, il fallait compter 4-5 semaines pour avoir un document validé dans les temps de relecture, entre les temps de relecture, entre l'envoi des documents, les reprises, les signatures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis avec le client un mode task force en place où les experts que ce soit du client ou des fournisseurs, étaient réunis. Donc, globalement, au lieu de passer 4 ou 5 semaines à attendre des retours, on faisait tout sur une journée où les documents étaient relus, tout le monde était enfermé dans une salle, les documents étaient relus, modifiés, validés en séance. Ce mode de fonctionnement, ça requiert de la flexibilité sur ces processus, comme on le voit, et sur son organisation, et ça nécessite également de pouvoir s'appuyer sur les bonnes ressources, et donc de rester simple pour pouvoir gagner du temps. Le deuxième exemple, il concerne des entreprises qui vont fabriquer des équipements aéronautiques ou ferroviaires. On constate quelques pratiques spécifiques qui visent à favoriser l'accélération. Par exemple, le premier point, c'est la logique de partenariat, plutôt qu'une logique de subordination. Si mon fournisseur exprime des difficultés à tenir sa cadence, la question à se poser finalement, c'est comment je peux l'aider, puisque finalement, l'accélération, elle va m'intéresser moi. Moi, je cherche à accélérer. Donc, si mon fournisseur pose problème, comment est-ce que je peux l'aider? Et la réponse qu'on a pu voir, c'est par exemple du détachement de personnel compétent pour conseiller ou animer des plateaux de fournisseurs. Un deuxième aspect qu'on a pu voir, un deuxième acte qu'on a vu, c'est la mutualisation des moyens. Par exemple, deux concurrents qui vont s'entendre sur des stocks de pièces détachées qu'ils ont chez un même fournisseur. Ou alors de la sous-traitance entre concurrents. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plein de leviers qui existent pour pouvoir accélérer et aider les fournisseurs. Et là encore, on voit bien que pour y arriver, il faut collaborer efficacement et donc que la confiance entre les acteurs est importante. Et cette confiance, elle va être portée par l'expertise et implicitement par la capacité à passer au-delà des procédures
afin de mettre en place les choses rapidement. Et je dirais presque que le point d'aboutissement de tout ça, c'est le co-développement, c'est-à-dire l'intégration des fournisseurs dès le début de la conception. Voilà. Et alors à nouveau, sur quoi s'appuyer pour pouvoir je dirais, réussir ces exemples? Quels sont les outils qui vont nous aider? Donc, pareil, là, j'ai ressorti quatre grands axes, finalement, qu'on peut passer sur la slide suivante, Romain. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce sont les schémas opérationnels. Où est-ce qu'on peut gagner? Le schéma opérationnel, il va nous permettre d'annoncer, de nous dire où on peut gagner du temps sur le processus et entre les interfaces. Comment on va pouvoir compresser le temps, en fait? Est-ce qu'on doit repenser sa stratégie? Comment on va rationaliser nos produits? Donc, toutes ces questions, on va se les poser dans la construction et dans l'utilisation de ces schémas. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est proposer du support à nos fournisseurs. Où sont leurs points durs? Où est-ce qu'on doit les aider? Alors, parfois, ça passe par des états des lieux conjoints ou des audits. Il y a également la mise en place de task force avec des mandats de délégation pour faciliter les prises de décision et accélérer le temps. Finalement, c'est dénouer certains nœuds. Puis, il y a la mise en place de solutions dématérialisées, donc avec des plateaux virtuels, notamment quand on travaille à distance. Et on a vu là que c'était possible et que ça rentrait bien. Et finalement, le dernier point, c'est une politique d'incentive. Et ça, c'est vraiment associé à une obligation ou de moyens supplémentaires, mais surtout avec des objectifs clairs et limités. Donc, globalement, ça peut se traduire par mettre plus de monde et plus de sous-traitance, et avec la philosophie qui est, est-ce qu'il vaut mieux que je donne un peu plus à mon fournisseur plutôt que d'être en retard et d'avoir un retour sur investissement de mon projet plus tardif ou d'avoir des pénalités de la banque pour des retards donnés, par exemple. Malgré tout ça, ça doit bien se faire en conscience, c'est-à-dire avec des objectifs clairs et partagés, et une organisation et une gouvernance qui va être adaptée, et les bonnes compétences, les bons moyens au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie? C'est que pour redynamiser ces interfaces, il faut, privilégier la collaboration au nouant de véritables partenariats avec les fournisseurs ou d'autres partenaires. Deuxièmement, c'est de simplifier les procédures et les échanges. Et troisièmement, c'est d'accélérer les prises de décision dans les instances de gouvernance. Notre mot d'ordre, confiance, simplicité et compétence. Donc, si on passe à la partie questions, on va prendre une question et puis on verra à la fin si on a le temps de reprendre les autres. Donc, je vais vous poser la question. Voilà, une question sur l'ingérence du client finalement en partenariat. Comment parer le risque d'ingérence du client dans l'organisation interne et dans la communication avec nos fournisseurs? Bon, Alexandre, peut-être toi sur cette partie. Ouais, puis je suis connecté du coup. Je pense que l'ingérence, à mon sens, elle vient du fait qu'il y a un manque de confiance. Donc, a priori, c'est surtout de la discussion qui va être nécessaire, de la négociation à différents niveaux pour pouvoir gagner cette confiance justement et s'accorder sur des objectifs et être bien clair sur ce qui est attendu et sur ce qui doit se faire. Du moins dans le contexte que j'ai là. Est-ce qu'on a d'autres questions, Romain? Non, pas de. Enfin, je propose qu'on avance directement et je reprendrai. Il y a d'autres questions, mais il est déjà. Le temps tourne, donc je propose qu'on ne prenne pas forcément de retard sur cette partie et on y reviendra après si ça va. Ok, très bien. Passons à la troisième partie. Donc justement, pour introduire la notion de replanification dans cette troisième partie, j'ai choisi cette image qui représente une course de voilier. L'objectif premier du skipper, c'est d'abord d'atteindre la ligne d'arrivée. Et pour cela, il y a un plan de route avec des balises qui viennent ponctuer son chemin. Mais nous le savons, cette route est loin d'être figée. Pourquoi? Parce que la course est soumise à des éléments qu'on ne peut pas anticiper. Il y a du vent, les marées, les tempêtes, les casses, etc. Et ce sont des éléments qui viennent perturber le plan initial, et donc le skipper et son équipe doivent le réajuster en permanence. Une entreprise, un programme ou un projet, c'est exactement la même chose. Le planning initial doit être revu à la suite d'événements que personne ne peut anticiper. Et nous l'avons tous vécu d'ailleurs avec le Covid. Il s'agit donc de combler un retard au maximum, mais sans casser la machine. Moi, je suis convaincu que la replanification doit être
simple, agile et qu'elle doit vraiment donner de la visibilité rapidement. Combien de fois j'ai entendu des industriels me dire « Nous avons bien un planning, mais c'est un planning des travaux finis ». J'ai même entendu un directeur de programme me dire « J'ai un plateau de 25 planificateurs, mais j'ai aucune vision claire de là où nous en sommes et de là où nous voulons aller ». C'est quand même un comble, n'est-ce pas? En réalité, ce que nous attendons d'un planning replanifié, c'est très simple. C'est qu'il donne un cap et qu'il mette en évidence les écarts, des problèmes et des jalons pour pouvoir rattraper le retard. Et donc, la vraie question, pour moi, c'est plutôt comment s'y prendre pour replanifier une baseline afin de gagner du temps? La réponse est la suivante. Faire plus simple et plus visible. Voyons ce qu'en pense Alexandre. Alors, replanifier pour accélérer. Donc, pour cela, il va déjà bien falloir intégrer quels sont les critères de planification qui vont nous permettre d'accélérer. Pour accélérer, comme disait Mamoudou, on doit d'abord donner un cap et mesurer des écarts. Ensuite, on doit considérer aujourd'hui que notre environnement est instable et à ressources finies. Et ça va nécessiter des mises à jour qui vont être plus fréquentes. Ce qu'on comprend par là, c'est que le planning, il doit être simple, lisible, il doit donner de la visibilité rapidement et favoriser la confiance. Et donc, nos 3 critères de planification, ça va être ceux qui s'affichent. L'horizon, la granularité et le pilotage. Donc le premier, l'horizon. Notre constat chez OP2, c'est que ça ne sert à rien de perdre du temps à replanifier 1 an si on n'est pas encore certain de ce qui va se passer à 2 mois. Donc dans une phase d'accélération, ce qui va importer, c'est vraiment d'être en marche rapidement et donc de planifier sur un horizon connu et anticipable. L'idée derrière tout ça, c'est de sortir des méthodes classiques de planification en cascade et de pouvoir adapter notre échelle de temps à l'image de ce qui peut se faire dans les méthodes agiles. Voilà. Pour ça, il faut qu'on s'appuie sur une granularité qui soit au bon niveau. Et c'est donc notre second pilier. Je vais reprendre peut-être l'analogie du bateau qu'on avait tout à l'heure, qui navigue. Et sa course, il va la faire en suivant des waypoints. Ces waypoints, ils vont avoir une certaine distance les uns des autres. On ne va pas chercher à détailler chacune des manœuvres entre ces points parce que ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Et pour le planning, c'est exactement la même chose. Ce qu'on va faire, c'est s'attacher uniquement à des jalons. Ça peut être du paiement, de la livraison en fonction de nos besoins. Ça va être des points de rencontre, des points de décision. Et on va mettre en évidence des ressources critiques. Et par contre, pour les autres ressources, on va conserver qu'une vision globale. Et l'important avec ça, ça va être d'être lisible et adapté au pilotage. Alors, ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais moi, ce que je constate souvent, c'est des plannings qui font 4000 lignes et qui sont contraints par des procédures lourdes et qui ne nous permettent pas de rebaseliner rapidement ou de mettre en évidence les gains potentiels. Donc, il faut vraiment savoir se sortir de ce biais pour aller chercher les points importants qui vont nous guider. Et on comprend aisément, quand on a ça en tête, qu'une armée de planificateurs qui est nécessaire pour entretenir des designs de planning très, très lourds et compliqués, elle est plus nécessaire. Et qui va être beaucoup plus judicieux de se recentrer sur le métier, sur les experts que vous avez d'ailleurs en interne souvent, qui sont moins nombreux, mais qui savent bien aider au pilotage des équipes dans ces phases d'accélération. Et c'est donc là où c'est comme ça que je fais le lien finalement avec le pilotage, qui est notre 3e point. Le planning est bien une aide au pilotage et on va distinguer différents niveaux en fonction de s'il s'adresse aux managers de programme ou aux équipes opérationnelles. Les équipes opérationnelles, elles vont souvent avoir à leur main un planning détaillé avec la liberté de l'ajuster et ça va être traduit souvent par un échéancier de livrable. Donc pour que l'outil de pilotage fonctionne dans cette phase d'accélération, il faut vraiment que l'organisation autour ait l'agilité pour s'adapter et atteindre les waypoints qu'il va mettre en évidence. Et donc la gouvernance, les rituels doivent être au bon niveau, à la fois pour les définir, les waypoints, pour suivre les écarts et pour pouvoir reboucler. Donc, les réunions d'avancement, elles ne doivent pas être des réunions de construction de planning ou de constat simple. Ça va être vraiment des réunions d'action. Moi, aujourd'hui, c'est très courant, je le constate régulièrement, des réunions d'1 heure au cours desquelles ne ressortent aucune décision claire pour mettre l'accent sur les difficultés ou les résoudre. Or, c'est vraiment un des points clés de l'accélération, c'est résoudre ces points durs. Et les rebouclages pour combler les retards sont souvent laissés de côté, où ils sont faits à des fréquences irrégulières, et le planning, il se trouve vite dépassé. Donc, un véritable planificateur va être vraiment un plus dans ce pilotage, et il va devoir se positionner en tant que bras droit du chef de projet. Il va avoir un rôle moteur, globalement, dans la tenue des jalons.
on le voit en haut de la présentation, donc c'était bien sur la bonne planche, Romain. Là, je vais m'appuyer sur le haut de la présentation où on a un quadrant de décision. Le planificateur, par son analyse et son expertise, doit favoriser l'apport de valeur du projet. Donc, il doit rendre les choses simples et visibles. Et c'est lui qui va permettre de décider ce qu'on planifie et pourquoi. Il aura vraiment les réponses à sa main. Et lorsqu'on évoquait la notion d'horizon et de granularité, à nouveau, c'est le planificateur qui, par son expertise, va aider l'équipe projet à renforcer ses certitudes et permettre de gagner en agilité sur les incertitudes. Donc, il va vraiment favoriser la lecture de la charge CAPA. Il va être capable de mettre en évidence les points possibles d'amélioration. Et notamment, moi, je pense au pilotage par les contraintes ou aux théories de la chaîne critique. Il est capable de maîtriser ces sujets-là indirectement. Il va pouvoir vous apporter des réponses et aider à l'accélération par son planning. Et du coup, ça nous amène à notre dernier levier d'accélération, c'est recentrer les pratiques. Je vais laisser la parole à Mamoudou pour conclure. Alors, que faut-il retenir de cette troisième partie? C'est que pour replanifier, il faut partager la vision et donner de la visibilité à court terme, mais également gagner en agilité dans sa planification. Et troisièmement, c'est le fait de favoriser l'autonomie des équipes. Notre mot d'ordre, confiance, simplicité et compétence. Passons aux questions. Alors, une question, on va prendre une question rapide. Quand est-ce qu'on revient à un process normal? Oui, ça fait écho, je pense, à ce que vous disiez sur l'application finalement d'un process de planification plus agile avec des horizons plus courts. Et donc, dans ce cadre-là, quand est-ce qu'on revient à une planification avant crise? Je sais pas. Ouais, je vais bien répondre à la question. Vas-y, Amadou, je te laisse. Ok, je vais bien répondre à cette question. En tout cas, moi, mon avis sur cette question-là, c'est que déjà, tout dépend de ce qu'on entend par retour à la normale. Mais ce que je veux dire, c'est que les industriels ne vont pas forcément revenir à des pratiques de planification qu'elles avaient avant le Covid. Je pense qu'elles vont plutôt rester qu'elles vont conserver la planification en mode agile, par exemple, et pas revenir sur des modes de planification très longues avec des super longues baselines. Donc voilà mon avis sur la question. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on avance sur la partie suivante. Allons-y. Alors pour introduire notre dernière partie, donc j'ai choisi cette image, donc un Boeing 747. C'est un avion qui a 40 ans et qui vole toujours. Alors à gauche, on voit un ancien modèle de cockpit, c'est très compliqué, et à droite, un modèle plus récent, beaucoup moins compliqué. En fait, l'avion a été modernisé pendant 40 ans à tous les niveaux, donc motorisation, commande, équipement, etc. Et pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Elle évolue en permanence au fil du temps. En apparence, elle reste la même, mais dans le détail, elle doit se transformer et optimiser ses pratiques pour s'adapter à son marché, rester compétitive et accélérer. Pourquoi? Parce que pour gagner du temps, elle doit débloquer des points durs ou encore se focaliser sur la valeur ajoutée de chacun. Et donc, pour y parvenir, il faut donc identifier, corriger et modifier certaines pratiques. Attention, hein, l'idée, c'est pas de tout transformer, mais plutôt d'améliorer l'existant. En fait, ce que je veux vous dire vraiment, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de rester simple et pragmatique pour accélérer. Et donc, je vous encourage à faire moins d'efforts pour faire mieux et plus vite. Et cela en vous appuyant sur deux principes. Premièrement, c'est être attentif à la condition de vos équipes. Et deuxièmement, penser systématiquement valeur ajoutée. Voyons ce qu'en pense Alexandre dans la slide suivante. Alors, pour qu'on puisse se remettre rapidement dans le contexte, fin mars, on a changé du jour au lendemain nos conditions de travail, notre façon de penser le travail. Il y a eu des mesures de distanciation, il y a eu du télétravail qui s'est généralisé, des déplacements qui sont devenus difficiles, voire interdits. Et d'un seul coup, parce qu'on nous l'a imposé, on a accepté de voir quasiment 100% de ses salariés travailler depuis chez soi. Et tout ça, ça s'est fait à la fois en confiance et en autonomie.
On a à certains endroits même des shifts qui ont été mis en place, même parmi des cadres de bureau lorsque le travail à distance n'était pas possible, etc. Donc on s'est vraiment adapté. Et dans la plupart des entreprises, à mon sens, là, on assiste à une innovation de rupture d'un point de vue managérial. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui nous a forcés à nous ouvrir pour survivre. Et donc, on a vu des choses qui étaient soi-disant impossibles 2 mois plus tôt, qui deviennent la norme. Et je pense notamment au télétravail, où on a beaucoup d'industriels qui disaient chez nous c'est difficile, c'est pas possible, il faut le limiter en nombre de jours, etc. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie du télétravail. Ce que je suis en train de dire là, plutôt, c'est que notre avis est que les réussites qui ont été constatées dans ce contexte doivent nous encourager à libérer les freins à l'optimisation, et notamment pour aller plus vite. Parce qu'on a vu qu'on était capable de s'adapter rapidement et qu'on savait le faire. Je m'explique là pour l'accélération. Quand on parle d'accélérer, l'idée qui vient en tête souvent en premier lieu, c'est une augmentation des ressources ou de la charge pour compenser une durée plus courte d'une tâche. Et à mon avis, ça va ne fonctionner qu'en réaction et sur un temps très limité. En réalité, la véritable accélération, c'est uniquement la conséquence d'optimisation. Et à ce titre, je vous rappelle l'exemple de la centrale nucléaire avec la validation documentaire qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, ce que suggère la crise du Covid, c'est que toutes les organisations sont capables de dépasser leurs croyances et leurs idées en 24 heures pour changer durablement. Et c'est sur cette dynamique que nous vous engageons à vous appuyer pour accélérer. Donc, pour optimiser, ce qu'évoquait Momodou tout à l'heure, c'est que la première étape consiste vraiment à se concentrer sur ses ressources. La question, elle est simple, c'est qui a une charge qui le dépasse? Comment est-ce qu'on peut alléger sa charge? Comment est-ce qu'on peut aider à prioriser? Et c'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, c'est que chacun est impliqué, a mis des choses simples et innovantes à son niveau sans attendre. Donc il faut vraiment garder cette confiance, cette dynamique. Alors, on doit penser finalement allègement du système. Avec le temps, on a des reportings et des réunions de gouvernance qui s'entassent comme des millefeuilles. Et ça se constate chez une majorité des grands industriels. Et on l'a vu encore pendant le Covid, on a dû gérer dans l'urgence, à distance, et du coup, on a rajouté des reportings ou des réunions. Même un simple café, une simple discussion, à partir du moment où elle est formalisée, elle va venir rajouter une charge supplémentaire. Et au début, ça peut très bien marcher. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. On a des livrables qui sont au rendez-vous et rapidement, on va s'apercevoir que certaines équipes s'essoufflent. Pourquoi? Parce qu'on a voulu gagner en efficacité et indirectement, on a rajouté une charge. On n'a pas pensé à supprimer les doublons. Donc nous, la question qu'on pose, c'est celle de la simplification. Globalement, c'est tous les rituels qu'on a mis en place pendant la crise, est-ce qu'ils ne sont pas plus agiles que ceux qu'il y avait avant? Est-ce qu'ils ne méritent pas d'être pérennisés? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer des choses qu'on pensait inamovibles par le passé? Comment se réorganiser autour de ça? Qu'est-ce qui va réellement amener à prendre des décisions? Et la question qui va se poser, donc à nouveau, c'est pourquoi alourdir avec des procédures complexes des équipes qui sont compétentes et qui savent et qui peuvent travailler entre elles. En parallèle, ce qu'on a vu aussi pendant la crise du Covid, c'est que chacun pouvait s'impliquer et mettre en place des choses innovantes à leur niveau. Et là, je pense que c'est vraiment un point clé. C'est la question de la priorisation et de la responsabilisation. C'est laisser les équipes, à chacun de leur niveau, s'organiser pour s'optimiser. J'ai discuté avec un client récemment qui me disait qu'il avait une équipe qui avait réussi à maintenir des managements visuels très performants qu'ils avaient fait à leur initiative et sans se réunir physiquement et sans avoir à attendre qu'un écran géant leur soit fourni dans une salle ou que des outils spécifiques viennent les aider. En gros, le système D à la française a fonctionné et les résultats opérationnels étaient là. Ce que je vois derrière ça, vraiment, c'est l'intérêt de placer les prises de décision au plus bas niveau possible et de donner un maximum d'autonomie aux équipes pour laisser de la capacité d'innovation et d'optimisation aux managers, qui vont pouvoir du coup s'appliquer à optimiser le système d'un point de vue plus global. Et également, ça va être prendre connaissance de toutes ces choses-là pour les décéder. Bref, c'est un petit peu long, mais globalement, c'est ça qui va nous conduire à notre dernier volet, qui est l'optimisation structurelle de vos projets, ou globalement, comment aller chercher de la valeur ajoutée. Alors, d'un point de vue général, donc, comment optimiser notre façon d'aborder les projets pour les faire accélérer? En d'autres termes, là, si on se projette au-delà du rattrapage du retard Covid, c'est comment on va se structurer pour délivrer plus vite.
Alors, dans un premier temps, on a quelque chose qui est assez simple, c'est pouvoir cartographier ce qu'on sait faire. On en a déjà parlé, on l'a appelé schéma opérationnel, c'est du value stream mapping. Globalement, on définit la manière de développer un système co-construit avec l'ensemble de ses experts de différents domaines et on va raconter l'histoire d'un système. Une fois qu'on a cette histoire, il n'y a rien de bien innovant sur ce document, mais c'est un outil qui, une fois qu'il est établi, a le mérite de mettre en évidence les sources d'accélération. Et donc, une fois que notre système est en place, on va pouvoir se poser les questions et se dire comment je m'assure que j'ai le système le plus adapté. Quels sont mes leviers? Donc, ça va être est-ce que je dois utiliser du reuse, par exemple, pour diminuer mon temps de développement? Est-ce que je dois me concentrer sur la conception modulaire? Est-ce que je dois penser à réduire mes gammes? On a vu certains industriels qui avaient des gammes d'équipements jusqu'à 50 équipements. Et du jour au lendemain, on a réduit à une quinzaine et ça simplifie grandement les développements. C'est également concevoir à coût objectif. Donc tout ça sont des exemples connus et qui nous permettent de réduire notre time to market et en gros on peut passer d'une politique tout projet à une politique produit. C'est-à-dire comme en production on peut parler de ça, c'est retarder la différenciation. Et donc la question qui se pose c'est est-ce qu'on a besoin d'une politique globale d'entreprise pour lancer ces initiatives? Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser les initiatives locales se développer? Et du coup, si on le fait, c'est comment on les repère, comment on les fait et comment on les fédère. Et du coup, quel est le rôle du chef de projet dans ce système? Nécessairement, il en est modifié. Donc, ce qu'il faut considérer, je pense, ce qu'on voit avec cette notion de Covid et l'accélération qui est nécessaire, c'est qu'on n'est plus dans l'optimisation descendante nécessairement, mais que réellement chacun peut être un acteur avec ses compétences. Et donc l'optimisation doit faire partie d'un tout et doit être connue. Et à mon avis, c'est une des clés principales qui est liée à la motivation des personnes et à la structure qu'on lui donnait, l'agilité qu'on veut lui donner, et qui va permettre d'accélérer et de tenir la barre malgré les incertitudes qui caractérisent la période actuelle. Je vais laisser Mamoudou synthétiser. Alors, que faut-il retenir de cette toute dernière partie? C'est que pour optimiser et innover, il faut, un, simplifier dans la continuité. Deuxièmement, c'est se focaliser sur la valeur ajoutée. Et troisièmement, c'est projeter les pratiques sur le long terme. Notre mot d'ordre, confiance, simplicité et compétence. Passons aux questions. Alors les questions, alors n'hésitez pas à poser des questions du coup pendant les quelques minutes qui restent. Je vais reprendre une question auquel on n'a pas répondu tout à l'heure là, sur la précédente partie. Vous parliez d'organisation task force. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de cohérence des différents efforts et à quel moment on doit revenir à un pilotage normal? Enfin, je pense que vous y en avez un peu répondu sur la partie reporting, mais peut-être plutôt sur la notion de task force. Ouais, non, c'est une question qui est importante parce que effectivement, les task force peuvent être considérés comme une sorte d'opération coup de poing et peuvent parfois générer de la perturbation sur la ligne. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de s'aligner sur les objectifs finaux. Et l'idée derrière de la task force, c'est de se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas des bonnes pratiques à venir chercher dans ce qui a été fait au niveau de cette task force et à nouveau d'alléger les reporting et les processus qu'il y a derrière. Également, le dernier point auquel je pense à chaque fois, c'est la théorie des contraintes, à se dire finalement, la task force, elle va venir dénouer un nœud. Une fois qu'on a un bottleneck ou un nœud qui est dénoué, on va en avoir un autre qui va apparaître à côté. Et donc, c'est se reconcentrer toujours sur l'objectif final, mais venir en permanence adapter son système et l'améliorer. Donc, je pense que vraiment la task force fait partie intégrante de l'amélioration sur le long terme, sans fondamentalement considérer qu'elle doit être maintenue en l'état une fois que la phase d'accélération donnée pour un objectif précis est réalisée. Ok, bah écoute, Mamadou, je te propose peut-être de conclure. Là, on arrive pratiquement à la fin du webinaire. Est-ce que tu peux changer? Ouais, c'est bien. Eh bien, écoutez, pour conclure sur ce webinaire, nous avons vu
que pour gagner du temps, il s'agit d'abord de relancer sa dynamique d'équipe, mais pas que. Il faut aussi redynamiser ses interfaces, replanifier son plan et enfin d'optimiser et d'innover dans son organisation. Et pour cela, notre mot d'ordre reste toujours la confiance, la simplicité et la compétence. À la fin de ce webinaire, nos prochaines communications seront consacrées à l'adaptation du système industriel. Au nom d'OP2, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux événements. Merci et au revoir. Merci. Le petit écho des mouettes qui nous porte à la fin les mouettes de Mamoudou à côté de. Merci. Effectivement, je suis près d'un site industriel, près de la mer. Les mouettes venaient se joindre à nous pour le webinaire. Donc, bon, voilà. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci.